Bien, chers amis de Ruralitique, vous ici présents à Aurillac, qui avez le privilège d'être en notre compagnie, et donc vous autres à distance, merci de nous suivre. Pour certains, c'est un peu compliqué parce que c'est au bureau. On a quelques messages dans ce sens-là. Bon, mettez-vous dans un coin tranquillement. Mais voilà, c'est important que vous soyez là. On était 127 pour la première séquence. Là, on est monté à 212, ce qui est pas mal pour un jeudi matin. Sachant que l'ensemble de ces vidéos seront en replay d'ici un peu plus d'une semaine sur le site de Ruralitique. Et voilà, vont pouvoir tourner. Il s'est dit des choses plutôt importantes et plutôt pleines d'espoir et d'enthousiasme depuis ce mardi matin. On est très très heureux de pouvoir effectivement refaire ce Ruralitique en full présentiel. L'an dernier, on l'avait fait en format hybride, c'était assez sympa aussi. Mais voilà, serrer la main d'un avatar, c'est pas la même chose que de se parler dans la vraie vie. Donc, la question qui nous occupe ce matin, c'est évidemment la participation citoyenne, l'engagement citoyen des jeunes. Vrai sujet, il paraît qu'ils votent pas, alors est-ce que pour autant ils sont perdus pour la République ? Pas sûr. Ils ont des formes d'engagement qui sont peut-être différentes et qu'on a peut-être à comprendre pour les faire aussi revenir dans le jeu de nos institutions. On entendait Jean-Claude Rondolat ce matin de la Maïf expliquer qu'il y avait d'abord une prise de conscience à faire sur les aspects numériques pour se protéger et aller sur Internet en confiance et en conscience. Les digital natives, non, ça n'existe pas. C'est un peu comme la théorie du ruissellement. Et en l'occurrence, c'est pas parce que ils sont nés avec qu'ils savent s'en servir. Moi, je suis né à l'époque où on envoyait des gens sur la Lune, je serais incapable de le faire, donc il n'y a pas de rapport. Donc, on a vu aussi avec Vanessa Bonnefoy que l'inclusion numérique des jeunes était essentielle à l'exercice de leur citoyenneté et qu'on pouvait développer, en regardant où ils sont, eh bien de nouveaux lieux, aller les chercher là où ils sont, de nouveaux lieux pour les engager avec un conseil municipal des jeunes notamment et tout récemment la création d'un conseil même enfance et jeunesse. Donc on va continuer à creuser ce sillon et essayer de regarder comment on peut à la fois soutenir les engagements des jeunes pour en faire des moteurs pour la cité, et puis aussi peut-être les re-rendre séduisant le jeu de nos institutions. Et donc, sans plus attendre, je vais demander à Marion Audreyne, Olivier Bourris et Marie-Pierre Montoro-Sarrou de bien vouloir me rejoindre sur scène. Alors, ils m'ont dit, pour le cadrage des caméras, il me faut une personne ici, Madame la Vice-Présidente, une personne là, une personne là. Voilà, Olivier, par ici. Parce que c'est pointu, mais comme on est retransmis, il faut pas être de profil, il faut pas, voilà. Il faut être bien éclairé, enfin, c'est un métier. Hein. Merci la régie. Marion Audrin, vous êtes chargée de développement numérique du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. Vous faites partie donc du large dispositif Info Jeunes. Non, mais c'est tout très bien. C'était juste pour qu'Olivier en ait un aussi, parce qu'il est avec nous pour dire un mot quand même. Et donc, Info Jeunes, il va falloir nous dire effectivement les modalités d'action, mais j'avais envie de savoir pour vous finalement, on l'a vu, être citoyen, c'est pas seulement voter, mais être citoyen, c'est quoi en fait pour les jeunes, vous qui les fréquentez au quotidien ? Être citoyen, c'est être capable d'exercer ses droits et remplir des devoirs, mais c'est aussi s'engager et apprendre à vivre ensemble. Ça passe beaucoup par Internet à l'heure des réseaux sociaux et de la dématérialisation. En 2021, il y avait 47% des jeunes qui s'étaient engagés en ligne à soutenir une cause, une pétition en ligne. Aujourd'hui, Internet est devenu un véritable lieu de militantisme et de solidarité. Mais tout d'abord, je voudrais te remercier de nous avoir invités ici à intervenir et à prendre part à la construction de cette édition. Avec plaisir. Le réseau Info Jeunes était venu en observateur l'année dernière et c'est vrai que cette année, y participer activement semblait évident. Jeunesse, parce que c'est notre public, les 13-30 ans, et ruralité, parce qu'une structure information jeunesse sur 2 est en milieu rural, se trouve en milieu rural. Alors là, tu viens d'effondrer tous les plus de 30 ans, là. Okay. Je viens de passer le cap cette année. Je prends aussi. acte.
Du coup, juste pour présenter un petit peu, Infogène, c'est un réseau national de 1100 structures qui touche 3 millions de jeunes chaque année. Les associations qui sont Infogène France et le CRIJ ont pour but d'accompagner les 2500 professionnels du réseau dans leur mission. Cette mission, c'est de permettre aux jeunes d'accéder à la bonne information à chaque étape de leur vie. L'information et l'estime de soi, c'est vraiment les deux conditions socles au pouvoir d'agir. Et par exemple, pour une jeune aurillacoise, Christiane, qui est juste là, au piège d'Aurillac, portée par la CAVA, pourra l'accompagner dans sa recherche d'un logement pour accéder à ses études dans une autre ville. Ça pourra aussi être des études sur lesquelles elle aura dû s'informer au moment de son orientation. Ce sera aussi d'envisager toutes les possibilités de rester sur son territoire ou d'y revenir si elle le souhaite. On a vu depuis mardi l'attachement des jeunes ruraux au lieu dans lequel ils ont grandi. Et j'aimerais citer ici le programme Agiter des ADRE qui justement vise à booster l'accueil des jeunes adultes et leurs initiatives dans les territoires ruraux. Nous, au niveau du réseau Infogène, il nous semble important d'envisager le numérique de manière transversale. En effet, il infuse dans toute notre vie et il impacte cette information et l'estime de soi. Mais on a envie de l'envisager en tant qu'outil au service de la capacitation et pas comme une fin en soi. On se rend compte que les civic tech n'ont pour le moment pas réussi à réinventer la place du citoyen, et c'est particulièrement le cas chez les jeunes. Il est, je pense, urgent de repenser les modes de participation à la vie citoyenne en s'inspirant des démarches de co-design, en intégrant dès le départ ceux qui vont en être les acteurs de demain. Et je pense qu'il faudrait cultiver le sentiment chez les jeunes qu'il n'y a pas un idéal à devenir citoyen, qu'ils le sont déjà en fait, des citoyens et pas des citoyens de seconde zone, que leurs paroles et leurs actes comptent vraiment, même s'ils n'ont pas encore l'âge de voter. On a aujourd'hui, je crois que tu l'as dit, déjà intégré que le digital native, c'est qu'un mythe. Je pense que je ne reviendrai pas sur le fait que les jeunes sont plus à l'aise à créer une vidéo sur TikTok que de remplir une démarche d'inscription à Pôle emploi. Mais ça s'explique parfois aussi parce que ces démarches, c'est juste une transposition numérique d'une démarche papier qu'ils n'ont pas connue. Ça nous semble évident pour nous, mais finalement, ça ne l'est pas tant pour eux. Donc je pense qu'il est crucial de développer ce capital numérique chez les jeunes et c'est l'IGI s'y emploie tous les jours aux côtés des acteurs de l'éducation média et à l'information, aux acteurs de l'inclusion numérique, avec des outils comme le cahier d'activité. Je pense qu'on peut lancer la petite vidéo de présentation de cet outil. 4 milliards de snaps partagés tous les jours, 500 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube, 55 millions d'articles en plus de 300 langues présents sur Wikipédia, et n'oublions pas les 1,7 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, ou encore les 500 millions qui font de même avec Instagram. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions échangé autant d'informations à chaque instant. Comprendre le fonctionnement des réseaux numériques permet avant tout de se les réapproprier. C'est choisir ensemble comment on les utilise, que ce soit pour limiter la circulation des fausses informations, préserver la démocratie, réduire leur impact écologique ou encore ne pas être dupe du fonctionnement d'un algorithme conçu avant tout pour nous montrer des pubs. Qu'il s'agisse des algorithmes, de nos biais cognitifs ou de bien d'autres notions, au sein du réseau Infogène, nous avons développé de nombreux outils pour encourager la réflexion sur ces questions, comme le cahier d'éducation aux médias et à l'information. Plus de 30 pages de jeu pour affûter notre esprit critique sur ces questions. Le numérique est une chance. Il nous permet d'inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Rendez-vous sur infojeunefrance.org. Voilà, ce matin, avec la Maïf, vous avez beaucoup abordé la question de comment se protéger du numérique. Et nous, on a vraiment envie d'aborder la question de comment s'en saisir pour en faire une force et agir.
Sur les questions d'engagement, j'aurais pu développer sur les CMJ, mais on en a déjà parlé ce matin. Il y a aussi tous les dispositifs de dialogue structuré, mais j'aurais aimé revenir sur un projet particulier, le projet Agir. Hugo Biolay, jeune maire de Vindieu, en avait parlé l'année précédente. En Ardèche, effectivement, En Ardèche, dans notre région. C'est ça. Mais j'aimerais le remettre sur le devant de la scène aujourd'hui. Je pense que c'est approprié. Agir, ça veut dire Ardèche, jeunesse, innovation et ruralité. C'était un des projets lauréats du PIA 3 en 2016. Et il a été porté par un groupement de 42 partenaires. C'est énorme. Ah oui, quand même. Avec le conseil départemental de l'Ardèche en chef de file. C'était un magnifique laboratoire d'expérimentation de la participation des jeunes et de la co-construction entre les institutions et les professionnels du territoire. Il a réellement permis aux jeunes d'être acteurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la proposition, de la mise en œuvre ou de l'évaluation des politiques publiques. Pour le CRIJ, ça a aussi été l'occasion de jouer son rôle d'ensemblier sur le territoire, de développer un accompagnement des élus à l'élaboration des politiques jeunesse, et notamment en intégrant les enjeux d'information. Ça consistait en quoi? C'est-à-dire que le département et ses partenaires invitaient les jeunes Ardéchois à participer à la construction de politiques publiques territoriales. Alors ça a été à travers différents dispositifs, donc 42 partenaires, ça veut dire énormément de projets. Des gros comités de pilotage. Ouais, en fait, c'était organisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'Agir parce qu'il m'a fallu 2 ans pour tout comprendre. Mais en gros, c'était par fiche action complémentaire des dispositifs qui venaient. Il y a eu par exemple des parlements jeunes, des outils. Il y a un outil d'évaluation des politiques jeunesse qui a été créé par les jeunes sur la base d'outils d'éducation populaire. Et donc, ça les amène à se questionner quelles politiques existent aujourd'hui, qu'est-ce qui leur manque et comment ils peuvent être force de proposition à partir de cette réflexion. D'accord. Et aujourd'hui, Agir touche à sa fin et il a vraiment révélé l'enjeu pour les élus de connaître leurs administrés et l'endroit où ils ont envie d'apporter leur participation. On l'a un peu évoqué ces derniers jours, mais l'endroit de la participation, c'est peut-être pas à nous de la choisir, c'est peut-être aux jeunes et à nous de rebondir là-dessus. Ça a aussi montré l'importance de donner envie aux jeunes de s'engager sur leur territoire. Et juste parce qu'on est dans le Cantal, j'aimerais citer un autre exemple d'engagement, de dispositif qui favorise l'engagement. Ça a été le point d'appui à l'engagement citoyen, qui a été porté par financé par les services de l'État et de la CAF, et porté par les centres sociaux, et qui a regroupé un grand nombre d'acteurs de jeunesse autour de parlements éphémères. Et ça a donné lieu aux 10 heures de l'engagement, puis à une semaine de l'engagement, compte tenu de la réussite de ce projet. Et voilà, juste pour terminer, l'information, c'est une ressource, un enjeu. Je pense que ça nécessite réellement un accompagnement pour la comprendre et l'exploiter. Il faut cultiver la curiosité lorsqu'on la recherche, il faut cultiver le sens critique quand on la consomme, mais aussi être responsable quand on la produit. Et les jeunes sont aujourd'hui producteurs d'informations, il ne faut pas aussi l'oublier. Et je pense que l'IGI relève ce défi chaque jour. Il y a une étude qui l'a démontré dernièrement, l'étude du cabinet KPM, et notamment en créant un sentiment de personnalisation et de proximité avec les jeunes. Et voilà, aujourd'hui, le réseau Info Jeunes renforce son partenariat avec les acteurs publics. Et la région, comme la Banque des Territoires, peuvent compter sur son expertise pour construire ensemble des réponses aux besoins des jeunes.
Merci beaucoup Marion. Oui, parce qu'il y a énormément de dispositifs quand même. Il y a les boussoles du numérique, il y a les promeneurs du net. Il y a aujourd'hui dans le département du Cantal une dizaine de promeneurs du net. Il y a un jeune, une solution. Il y a un paquet de trucs. Donc, est-ce que vous pourriez faire pour les élus la même chose que ce que vous faites pour les jeunes? C'est-à-dire, Complètement. est-ce qu'on peut contacter un élu effectivement du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, peut contacter le CRIJ Aura en disant bon, j'ai envie de faire quelque chose auprès de la jeunesse. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que ça peut se passer aussi simplement que ça? Oui, complètement, parce que c'est vrai que notre côté généraliste nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur les différents dispositifs, sur les différentes thématiques. Et c'est totalement un fonctionnement envisageable. Donc, et puis, il n'y a pas qu'en Auvergne-Rhône-Alpes que ça se passe comme ça, dans toutes les régions, il y a des crises dans toutes les régions. Mais est-ce que, justement, de votre point de vue, est-ce que vous êtes souvent sollicité ou est-ce qu'il y a un réflexe chez les élus à développer justement sur ce sujet de la jeunesse? Est-ce qu'ils viennent spontanément vous voir ou pas encore? Je pense que ça dépend beaucoup des territoires. Ouais. Sur certains, c'est très bien installé. On a un dialogue permanent avec les élus et je pense que notamment en Ardèche avec Agir, s'il y a quelque chose qui est vraiment né de ce projet, c'est ce dialogue entre les élus et les acteurs de jeunesse et notamment le CRIJ. Donc c'est à cultiver dans les autres territoires. On le note, et j'espère que tout le monde l'a noté. Pour vous poser des questions sur vos politiques jeunesse, ça peut être bien d'en discuter avec nos amis d'Info Jeunes. Olivier Bourris, vous êtes responsable adjoint du pôle inclusion numérique et service au public de la Banque des Territoires. Bon, la Banque des Territoires, on l'a vu depuis mardi matin, est absolument sur tous les fronts du numérique, investisseur dans les réseaux, investisseur dans l'e-éducation, s'intéresse aux questions de santé, évidemment. Les TNE, vous êtes dedans, l'inclusion numérique, vous êtes dedans jusque-là, c'est vous qui allez nous le raconter. Ma question, elle est relativement simple. Bon, il y a les maisons France Service, les conseillers numériques. Bon, on en est où, si on peut avoir une vision d'ensemble? Et puis, selon vous, le numérique peut-il constituer un vecteur d'engagement des jeunes? Si oui, à quelles conditions? Bonjour à tous. Donc, effectivement, vous avez déjà vu défiler pas mal de mes collègues qui gèrent d'autres dossiers que le mien, mais si on est tous présents, c'est parce que l'inclusion numérique, c'est un des 4 axes stratégiques du projet de la Banque des Territoires. Donc, on a beaucoup misé là-dessus, que ce soit en investissement, en partenariat, en appel à projet, auprès des collectivités et des associations pour les soutenir dans leurs projets locaux de développement d'inclusion numérique. Je pense notamment hier au projet qu'a pu présenter Rose Le Maire-Delay, ma collègue qui s'occupe des questions éducatives, que vous avez rappelé, les campus connectés, etc. Alors, la Banque des Territoires n'a pas spécifiquement d'entrée publique jeunesse, on parle plutôt de tout public, on a une réflexion un peu globale sur les territoires, mais à gros traits, quelques dispositifs un peu que je peux vous mettre en avant. D'abord, c'est le pass numérique. Le pass numérique qui est géré par une coopérative qui s'appelle l'Aptic et dans laquelle la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires ont choisi d'investir il y a quelques années pour développer cette solution qui permet effectivement à tout public, dont des jeunes bien évidemment, dont on ne présuppose pas qu'ils sont plus ou moins inclus ou exclus du numérique, ils ont aussi des besoins d'inclusion numérique, d'accéder à des petites formations, des accompagnements un peu poussés avec une prise en charge, ce ne soit pas à leurs frais et que l'argent ne soit pas un frein à l'accès à la formation au numérique. La Banque des Territoires a aussi investi dans la structuration de la filière professionnelle de la médiation numérique en finançant en fait le développement d'écosystèmes interdépartementaux ou régionaux. On appelle ça les hubs du numérique inclusif. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y en avait un qui s'appelle Inora, qui est la réunion en fait des acteurs de la médiation numérique, alors les acteurs de la formation, les acteurs associatifs, les acteurs de l'inclusion, les acteurs sociaux aussi bien sûr, des acteurs publics, des syndicats de communauté, qui ensemble sont invités à mutualiser leurs ressources et leurs moyens pour traduire des solutions concrètes auprès des collectivités d'inclusion et de médiation numérique. L'idée aussi, c'est du coup d'encourager la structuration de cette filière, qui est quand même relativement nouvelle, éparse, avec plein d'acteurs qui font plein de choses, mais qui a du mal à constituer une visibilité, de montrer qu'il y a un vrai réseau, une vraie ressource. Et d'ailleurs, si vous vous connectez au site de n'importe quel hub, Inora ici ou les autres, la première chose à laquelle vous allez avoir accès, c'est une cartographie précise des espaces de médiation numérique et des acteurs, pour justement donner accès à cette information-là à tous les publics. Vous avez parlé de France Service.
et des conseils numériques France Service. Donc ce sont deux opérations un peu distinctes, ce sont des politiques publiques développées par l'État, mais que la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts opérationnalisent sous mandat de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. France Service, l'idée c'est d'avoir un point d'accès aux services publics itinérants de préférence. Il y a un bus d'ailleurs France Service juste devant le centre des congrès que je vous invite à visiter, avec un objectif environ de 1 point minimum par canton à la fin 2022. Aujourd'hui, on a 2500 qui sont actifs et ouverts, 1500 qui restent à ouvrir. Et ce sont vraiment des lieux d'accompagnement de proximité des habitants, un peu dans la logique du guichet unique d'accès aux services publics. Et on trouve d'ailleurs dans ces maisons France Service des agents très engagés, bien sûr, et aussi des volontaires en service civique, puisque je pense que ce sera le sujet des intervenants suivants, qui accompagnent ces agents aussi dans leur travail de médiation, qui vont chercher des publics éloignés pour les amener en fait sur ces points-là. Et puis il y a les conseils numériques France Service, donc ça c'est la petite nouveauté, le ministre Cédrico, je pense qu'on en a parlé, il est particulièrement attaché. Donc l'idée de conseil numérique France Service, c'est de déployer 4000 emplois aidés en fait, dans les collectivités, dans les associations locales, en misant en fait sur les usages plus que sur les équipements. C'est-à-dire qu'en fait, la pandémie a révélé, si besoin il en était, que peu de gens maîtrisent quand même les outils qu'on leur met dans les mains, qu'il y a aussi des tas de solutions numériques qui ont été inventées dans l'urgence au service des habitants et qu'ils ne maîtrisent pas forcément beaucoup. Beaucoup de parents d'élèves, par exemple, sont en difficulté pour gérer l'ENT, l'espace numérique de travail, qui leur a été mis à disposition pour suivre la scolarité des enfants. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. On pourrait parler des solutions aussi d'inscription à la vaccination ou à la consultation médicale. Voilà, c'est des choses qui étaient déjà existantes, mais qui étaient manipulées très bien par certains, moins bien par d'autres. Et la pandémie a montré qu'en fait, le besoin était immense. Donc, l'idée, c'est vraiment d'investir sur les usages et aux côtés des collectivités territoriales et des associations qui ont un projet d'accueil de conseil numérique, venir apporter des ressources financières, bien évidemment, pour soutenir cet emploi-là, mais aussi une animation nationale, des ressources, de l'échange de bonnes pratiques, d'animer ça en communauté professionnelle complète. Chaque conseiller numérique, par ailleurs, est formé dans le cadre d'une formation certifiante, ce qui lui permet, au terme de son expérience de conseiller numérique, de garder ça dans son bagage et de s'insérer professionnellement dans la filière de la médiation numérique. La répartition des 4000 conseillers numériques a été conduite par les préfets en dialogue avec les collectivités territoriales, en tenant compte des territoires prioritaires, je pense aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi aux zones de revitalisation rurale. Et puis on a privilégié les candidatures groupées, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les conseillers numériques soient itinérants, c'est-à-dire pas qu'ils soient fixes derrière un bureau, qu'ils puissent se déplacer dans un centre social, dans une UMJC, dans une mairie, dans un EHPAD, dans une bibliothèque, et mettre leurs compétences à disposition des habitants. Quelques grands réseaux associatifs nous ont rejoints aussi dans cette aventure. Je pense à la Croix-Rouge, je pense au groupe SOS ou à Emmaüs Connect, et plus récemment d'autres réseaux, La Poste par exemple, qui va recruter des conseillers numériques France Service dans des territoires notamment très ruraux, mal desservis, où le réseau de La Poste est très présent comme réseau de proximité, et puis les chambres d'agriculture, qui vont conventionner avec nous pour des conseillers numériques France Service qui vont aussi dégager un peu de temps de leur mission spécifiquement auprès du public des agriculteurs. Pour compléter donc cette information, aujourd'hui, sur les 4000 postes, 3600 sont ouverts au recrutement et 400 vont l'être d'ici la fin de l'année. On en a à peu près 1600 qui sont vraiment en cours de recrutement et donc 2000 postes encore ouverts pour tous les jeunes que ça intéresserait ou les autres d'ailleurs. Et les premiers conseillers numériques France Service formés, donc, qui ont suivi le parcours de formation qui peut durer jusqu'à 4 mois, prennent leur poste en ce moment. Ils sont une centaine là, à la fin du mois d'août. Leur moyenne d'âge, c'est environ 32 ans. Donc, alors là aussi, on n'est plus dans la cible. On est au-delà des 30 ans, mais bon, c'est sur un petit échantillon, il faudra voir au final. Ici, dans le Cantal, il y aura 17 conseillers numériques France Service qui seront en poste à terme, employés majoritairement dans les comités de communes du territoire, mais aussi par le conseil départemental et la mairie d'Aurillac et beaucoup de centres sociaux qui ont recours au dispositif. Et puis un tiers-lieu à Chaumont, un incubateur qui va recevoir aussi un conseiller numérique France Service. Peut-être pour en venir au thème de cette table ronde, vraiment sur les moteurs de l'engagement et est-ce que finalement le numérique c'est un nouvel espace d'engagement pour les jeunes. Alors moi je vous parle d'un dispositif effectivement professionnel, du cadre d'un contrat de travail, mais quand on discute avec les conseillers numériques qui arrivent là en poste et les motivations qui les ont amenés à candidater, on y retrouve beaucoup de moteurs de l'engagement traditionnel dans le milieu associatif ou par exemple pour volontariat de service civique.
Il se trouve que j'ai travaillé dans une vie antérieure sur le service civique et donc j'ai croisé beaucoup de volontaires qu'on interrogeait régulièrement sur les moteurs de leur engagement. Et ils ont une très grande conscience du caractère d'intérêt général de la mission de conseil numérique. Ils ont envie de s'engager professionnellement pour accompagner des habitants vers l'autonomie, pour lutter contre les fake news, pour réunir des proches aussi, hein, parce que beaucoup de demandes, c'est je ne sais pas faire une visio et je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis 1 an. Enfin, il y a des choses très très concrètes. Mais il y a vraiment cette conscience très forte citoyenne de rendre service aux habitants, de s'engager auprès d'un public. L'envie d'aider au plus proche, vraiment une envie de s'engager localement sur son bassin de vie. Je pense à Thibaut, par exemple, qui est conseiller numérique dans un village dans l'Aisne, qui lui ne vient pas du tout du secteur de l'inclusion numérique, n'avait jamais travaillé là-dedans, a eu une très forte prise de conscience pendant la crise du Covid et a eu envie de dire « je veux travailler dans mon village » et dans les villages alentours, pour aller rendre service aux habitants que je connais, que je croise tous les jours et à qui je rends des services. J'ai envie de le faire professionnellement. Donc il y a vraiment cette envie de contribuer à un développement local, à un bassin de vie. Une envie aussi de s'engager qui repose sur quelque chose de très concret. On veut voir le résultat de cet engagement. On veut voir la satisfaction de la personne. C'est important. C'est un des moteurs de l'engagement. Une exigence en termes d'utilité et une très très grande conscience du caractère intergénérationnel aussi de la mission, puisque beaucoup de personnes en situation d'exclusion numérique sont des personnes âgées, notamment en milieu rural, et il y a une vraie envie chez ce public-là de se tourner vers ces personnes, de les accompagner, de les aider. C'est très très fort dans leur ressenti. On n'est pas juste sur j'ai postulé à un emploi et j'ai été pris, on est aussi sur un vrai plus lié au thème du numérique, mais qui est vraiment une conscience du caractère d'intérêt général de la mission. Je terminerai en disant que tous les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui nous viendront au conseil numérique, ne sont pas issus effectivement du secteur de l'inclusion numérique. Je parlais de Thibaut. D'autres, au contraire, viennent aussi sur cette mission parce qu'elle poursuit un engagement premier dans le numérique. Par exemple, je pense à Mona, qui est conseillère numérique au CCAS d'Évian-les-Bains, qui elle a été volontaire en service civique sur le thème de l'inclusion numérique. Donc elle faisait déjà ça en tant que jeune engagée en service civique. Et elle a saisi l'occasion de candidater comme conseillère numérique pour devenir professionnelle dans ce secteur-là. Donc vous voyez, c'est un public assez divers, mais qui est porté par cette même énergie, cette même envie de s'engager à travers le numérique au service de la collectivité et des habitants. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Merci beaucoup Olivier pour cet éclairage. Effectivement, cet engagement prend des formes souvent généreuses en fait. C'est la volonté de faire quelque chose pour les autres, oui, alors qu'on a parfois le préjugé que les jeunes sont individualistes, que le numérique renforcerait cet individualisme. Dans ce que vous nous dites, effectivement, c'est pas non. Alors évidemment, c'est pas le cas. Et moi, tous les jeunes que j'ai croisés dans les expériences que j'ai pu suivre d'engagement ou ici sur le conseil numérique ont une très très grande conscience de justice sociale. Il y a une réaction très forte qui n'est pas forcément une réaction d'indignation, c'est ça qui est intéressant. L'indignation peut être un des moteurs de l'engagement, mais une réaction de vouloir changer les choses, de vouloir passer à l'acte. Et donc que ce soit en service civique, en s'engageant dans le milieu associatif, ou en devenant conseiller numérique, ou en choisissant d'autres voies, il y a une quête de sens quand même dans la mission et une grande conscience de leur part de vouloir changer quelque chose sur son territoire. Et ça, c'est très rassurant, oui, en effet. parce que conseiller numérique France Service, c'est relativement nouveau. On espère bien évidemment pouvoir le développer au-delà des 4000 premiers postes. Et c'est vrai que je pense que dans le suivi qu'on pourra faire de déploiement de ces conseils numériques, dans le suivi de leur mission, il est très important qu'on prenne en compte cette envie de faire, cette envie de s'engager et qu'on la cultive dans la mission professionnelle. Voilà, ça me semble fondamental. Merci beaucoup Olivier Boris. Marie-Pierre Montaureau-Sarouf, vous êtes vice-présidente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la jeunesse, à la famille et aux seniors. Donc tout au long de la vie, c'est allumé. Normalement, tout va bien. On fait un test. Eh bien, oui, ça marche super. bien. Donc en fait, vous êtes vice-présidente tout au long de la vie. C'est jeunesse, famille, senior. Alors, on sent qu'il y a quand même une volonté intergénérationnelle et de ne pas traiter justement les habitants, les administrés c'est pareil que les jeunes. par spécialité, parce qu'effectivement, la vie, on est jeune, après on forme une famille, on en fait partie. De toute façon, on fait toujours partie d'une famille à un moment donné. Et puis après, effectivement, les seniors. Ce choix, c'est vous qui l'avez voulu, de ne pas saucissonner la vie des administrés. Vous avez dit, effectivement, moi,
j'ai envie d'être sur l'ensemble de la ligne? Oui, en quelque sorte, oui, c'est moi qui l'ai demandé au tout début, pour tout vous dire, d'être dans les rouages, les secrets du moment où on nous donne les délégations, où on nous propose ces délégations. C'était plutôt sur tout ce qui était les affaires familiales, et je voulais mettre un accent particulier sur la jeunesse, sur nos aînés ou nos seniors. Je ne sais pas quel est le bon terme, moi je préfère senior parce qu'on est toujours l'aîné de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je ne vois pas le terme senior comme quelque chose de péjoratif parce qu'ils ont une certaine activité. Les seniors, des fois, il faut les suivre. Et puis, il y a ce lien forcément, parce que la famille, c'est tout au long de notre vie. Donc, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté la proposition de Laurent Wauquiez de me désigner à sa vice-présidente en charge de toutes ces thématiques et qui nous rassemble ce matin. Donc, je suis très heureuse. D'ailleurs, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui à Aurillac dans le Cantal. Alors, quand on parle d'engagement citoyen des jeunes, alors on peut peut-être le dire, à 24 ans, vous étiez déjà maire de votre village rural, donc ça vous parle, ça? Ça me parle. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous parce que pour encourager déjà l'initiative qui est présente depuis de nombreuses années sur votre département et pour rassembler et puis mettre en valeur ces mondes qui ne doivent plus se sentir en marge de notre société. Je vais parler de la jeunesse, du numérique et de la ruralité. Et la ruralité, pour moi, c'est mon début de vie. Donc je suis née dans une ruralité. Alors un petit peu loin de l'autre côté, puisque je viens d'une ruralité savoyarde. Et pour moi, c'était en fait une évidence de participer à la vie de mon petit village de 100 habitants, 600 mètres d'altitude, juste avant de monter dans les stations de Tarentaise. Et ce qui importe, je pense que c'est justement sur cette jeunesse, il faut lui donner confiance. Et moi, rien. En fait, j'aurais pas pu prendre cet engagement assez jeune, parce qu'à 4 ans, être élu maire de cette commune, c'est peut-être un peu fou. Mais en tout cas, je n'aurais pas pu le faire si des aînés ne m'avaient pas fait confiance. Si j'avais pas pu aussi m'entourer de ces personnes qui m'ont accompagnée pendant mes deux mandats en tant que maire de cette commune. Donc je dis à chaque jeune, déjà il faut aux aînés, il faut donner cette confiance, et puis à chaque jeune, il faut avoir confiance en soi, parce qu'effectivement on a une grande richesse pour nos cités. Ce que disait Marion, c'est cette fameuse capacitation. Alors le concept anglo-saxon, c'est empowerment, l'empouvoirment. Il y a beaucoup de confiance là-dedans. En fait, c'est effectivement dire, alors, essentiel. À la fois nous dire, en tant qu'adultes, détectons les talents et poussons-les. C'est ce qui vous est arrivé. Oui, complètement. C'est ça. Et il faut croire en cette jeunesse. Et on voit que, moi, c'est fait il y a déjà à l'époque, mais et aujourd'hui on a d'autres moyens, donc aussi la jeunesse, elle a tout plein de moyens, et ces moyens numériques à sa disposition, c'est une chance moi que je n'avais pas. Je me souviens que la première chose que j'ai faite dans la mairie, c'était d'amener un ordinateur, parce qu'il n'y avait pas de numérisation dans la mairie. Mais voilà, il faut croire en cette jeunesse, forcément. Et nous, en région, au niveau de la région, avec le président, on y croit fortement, et on a pu mettre en place une politique, je pense, qui était forte, ouais, sur le précédent mandat, et notre objectif, c'était de poursuivre ces actions et de les amplifier, bien entendu. Lesquelles, par exemple? Est-ce qu'on peut revenir sur ces actions en place? Je vais sans doute vous parler, mais vous en avez entendu parler pendant ces jours précédents du pass région, parce qu'au-delà des aides qu'il peut apporter à nos jeunes, il y a un volet engagement, puisque c'est notre thématique de ce matin. Et puis, vous parlez aussi d'un appel à projet, Action Jeunes Citoyens, afin qu'il se développe davantage. Donc, je vais faire de la promotion, de la publicité, une réclame sur le territoire du... On va mettre un jingle, non, je plaisante, bougez pas en régie. Parce que c'est un appel à projet qui est très intéressant, et mon objectif. Alors je vais vous parler, effectivement, je vais revenir sur déjà peut-être un moment sur le pass
sur le Pass Région pour préciser que c'est vraiment un outil donc, qui est mis en place en 2017 et on a vu tout de suite une très grande réussite puisque ce sont 370 000 jeunes chaque année qui bénéficient d'avantages de nombreux avantages qui leur sont vraiment dédiés spécifiquement. Et qu'entend-on par jeunes? Donc c'est bien sûr les lycéens, on a les jeunes en formation sanitaire et sociale, les apprentis, les jeunes en situation de handicap, ceux qui sont en mission locale, ou les jeunes qui sont en décrochage et qui sont suivis par la région. Ils ont une offre de service qui peut répondre à de nombreux besoins, mais surtout qui porte nos valeurs et les ambitions de la région. Alors, quelles sont-elles? Parce qu'on veut vraiment que ces jeunes puissent réussir, qu'ils puissent, on pense bien sûr à leur inclusion, on puisse penser à l'accès à la culture, à leur épanouissement par la pratique sportive. On veut aussi préserver bien sûr leur santé, c'est important, et puis valoriser leur engagement. Et cet outil-là, avant de vous donner un peu plus concrètement ce qu'il y a dans ce pass, indiqué, et surtout parce que là, on est aujourd'hui à Ruralytic et on parle numérique, on est dans un environnement digital, moderne et ergonomique, où on a plusieurs supports numériques. Tout d'abord, c'est une application mobile. Donc ça parle super très bien à nos jeunes qui permettent, cette application, elle permet d'utiliser tous les avantages, de géolocaliser les partenaires, et ils sont très nombreux, de suivre aussi la consommation de son pass pour le jeune. Il y a un site internet qui est dédié et qui est évolutif et qui vraiment résolument tourné pour les jeunes. Et c'est aussi la possibilité de payer par carte ou par l'application mobile. D'accord. Donc on est allé en fait très loin dans cette démarche pour dire que c'est une carte, un pass, mais on est bien dans le numérique à fond. Et c'est une carte du quotidien. C'est aussi ce qu'on a souhaité, c'est que là ils l'ont dans leur portefeuille et ils peuvent grâce au QR code ou à la puce permettre l'accès à l'établissement, aller à leur restaurant scolaire. Et elle a aussi la gestion du prêt gratuit des livres scolaires. Donc ça, c'est un point, je pense, c'est vraiment très important qu'a souhaité le président. C'est aujourd'hui, il y a la gratuité des manuels scolaires et tout se gère via ce pass région, parce que l'idée, c'est de soutenir la réussite de tous nos jeunes. Et grâce donc aux associations, eh bien, on peut fournir ces manuels scolaires de manière gratuite, la distribution étant faite par les lycées et les associations. Il y a également une aide à l'équipement, parce que s'équiper, ça coûte cher pour certains de nos jeunes au niveau professionnel. Donc on a des aides qui peuvent aller jusqu'à 500 €. Et c'est quand même assez notable, parce que je pense que justement, j'ai le cas d'un jeune qui fait appel à nous parce qu'il n'a pas trouvé sa formation sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, d'ailleurs, il faut qu'on y travaille, parce que s'il n'a pas trouvé sa formation, il y a quelque chose. C'est qu'il y a un trou dans la raquette. Donc, il va aller voir la région voisine et il a regardé s'il y avait une aide équivalente. Donc, il y a une aide de la région, mais elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu trouver en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a la réussite des lycéens, mais il y a leur accès à la culture. Donc, il y a le pass, il y a l'achat de 5 places de cinéma. Il y a 4 cinémas dans le Cantal qui sont partenaires du dispositif. Il y a 30 € de spectacle, donc pour aller sur différentes scènes et festivals, des spectacles vivants. Des musées illimités, 126 sur la région. Il y a 50 € pour s'acheter des livres dans des librairies indépendantes. Donc ça aussi, c'était pour donner un coup de pouce aux libraires indépendants. On a augmenté un peu ce montant et ça fonctionne bien, parce que nos jeunes lisent et pas que sur le numérique. Et donc il y a la culture et la pratique sportive. Nous finançons 30 € une adhésion à une licence sportive.
Et ici, dans le Cantal, ce sont 96 clubs sportifs qui sont partenaires. Donc c'est vraiment un atout. Et on n'oublie pas, bien entendu, les jeunes qui sont en situation de handicap, où ils peuvent bénéficier, eux, on a augmenté un peu, on a mis à 60 € pour la pratique d'un sport, ou la pratique féminine de sport de défense. Il y a la santé des jeunes, on a pu débloquer donc 200 € pour les campagnes de dépistage et de prévention au niveau donc, la santé de nos jeunes, et 60 € pour s'inscrire à une formation au premier secours. Et l'année dernière, donc 59 jeunes cantaliens ont pu bénéficier de cette formation. Et enfin, le dernier volet de ce pass région, c'est l'émission Droits et devoirs. Donc, mais ça parle beaucoup en fait aux jeunes, parce que souvent j'ai droit, mais ils savent qu'il y a des devoirs en face, mais on veut encourager davantage ceux qui veulent s'impliquer, et grâce à des associations qui vont proposer des missions pour dire merci en quelque sorte à ces jeunes. Et ils vont pouvoir bénéficier en contrepartie d'une aide pour passer leur permis entre 500 € et 1 000 € en fonction du nombre d'heures qu'ils vont donner à une association caritative tout au long de leur scolarité. Et là, dans le Cantal, il y a 16 missions qui ont été proposées par des associations. Et on espère, mon travail va être aussi de développer toutes ces missions d'engagement avec les jeunes et puis avec tous les organismes. Donc au global, c'est 600 € d'économies qui sont offertes aux jeunes via ce pass, donc qui n'hésitent pas à les utiliser dans leur entièreté. Et je voulais peut-être aussi indiquer, parce que les jeunes avec ce pass, ils peuvent aller directement chez les partenaires, et on souhaite développer via le numérique qu'on puisse aussi donner un peu plus de chance là où il y a des problématiques de mobilité, c'est d'un accès via le numérique à ces avantages. Et donc je vais vous faire, c'est là où on fait le jingle pour la page de pub rapidement sur l'action jeune citoyen. Il nous reste pour 3 minutes, mais je pense que ça sera très bien. Bon. En sachant bien sûr qu'après, notamment, je solliciterai tous les relais pour tous les organismes avec lesquels on travaille pour faire le relais de cet appel à projet, qui peut compléter tous ceux dont vous aviez parlé tout à l'heure, qui vont au niveau de l'État, le point d'appui et l'engagement citoyen. Donc ce dispositif, c'est un appel à projet qui s'adresse à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, pour soutenir l'émergence de projets novateurs portés par les jeunes. On souhaite accompagner, que ce soit des projets individuels ou collectifs, pour vraiment qu'ils puissent réaliser leur envie par l'action dans la cité. L'objectif, finalement, pour nous, est très simple, c'est favoriser l'engagement des jeunes, leur faire confiance, et vraiment pour qu'ils impactent nos territoires et leur commune. Donc, quel type de projet ? Les projets que l'on soutient sont destinés à animer ou dynamiser un territoire en soutenant la solidarité de voisinage, l'amélioration du cadre de vie par la culture ou le sport, par exemple. Cela peut être évidemment en agissant pour la protection de l'environnement ou pour les solidarités locales, comme le lien intergénérationnel dont on parlait tout à l'heure, ou les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Et on encourage également les projets qui veulent porter, les jeunes qui veulent porter en action les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Donc je lance cet appel aux jeunes motivés qui veulent vraiment avoir un impact positif et original sur le territoire, de ne pas hésiter à candidater. L'aide régionale, elle peut aller jusqu'à 4 000 € par projet. Et c'est assez simple, donc il faut aller sur le site de la région. Et les dossiers peuvent être déposés tout au long de l'année. Donc c'est vraiment au fil de l'eau, on traitera les dossiers et on attribue des aides pour une centaine de projets par an.
Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup de projets qui viennent du département du Cantal. Ce serait super. Donc voilà, je ne veux pas être plus longue, mais je voulais vraiment vous indiquer que la région, elle souhaite vraiment continuer à se bouger pour que la jeunesse, on bouge ensemble avec la jeunesse. Et la région, elle ne pourra pas faire ce travail sans les autres collectivités, parce que c'est un travail d'équipe. Donc je pense notamment aux communes, aux intercommunalités, aux départements. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Auvergne de manière générale, mais en particulier ici ou sur les départements limitrophes. Et puis, je pense notamment au soutien et à l'accompagnement des structures qui vivent au quotidien la jeunesse. Donc, on compte aussi sur eux pour nous accompagner à mieux aider notre jeunesse. Et pour qu'ils aient confiance. Il faut qu'elle ait confiance, notre jeunesse. Faire équipe et faire confiance. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce que vous allez faire et comment vous allez le faire avec les jeunes. On a bien compris que c'était le principe. Je vous invite à rejoindre le premier rang pour céder la place aux intervenants de la table ronde suivante. Je vais inviter vers moi donc Valérie Cabeka, vice-présidente du département du Cantal, Marie Trélucane, Thibaut Renaudin et Cyril Cotonnard. Venez près de moi, Marie. Thibaut, juste à côté de Marie. Valérie, à côté de moi. Cyril, ici. Parfait. Alors, si vous pouvez enlever vos badges pour éviter les reflets. Thibaut, si tu peux enlever ton badge pour éviter les reflets, parce que notre photographe n'aime pas les reflets sur les photos. Et voilà, c'est une contrainte. À chaque fois, je me fais enguirlander. Donc... je préfère éviter. Alors, c'est un peu une spéciale Gers, hein, parce que, effectivement, ce qui se passe de très très belles choses, y compris hors d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vous invite à aller voir ce qui se passe chez nos amis gersois. On va y revenir rapidement. Et puis, c'est un peu aussi une table ronde d'unicité, puisque Thibaut travaille avec Unicité, Valérie travaille avec Unicité, Cyril... Bientôt, c'est lui. Et donc Marie, c'est Unicité. Quand on va venir vers elle parce que quand on parle d'engagement des jeunes, ça fait ça fait référence. C'est vraiment l'association de référence. Unicité est tout à fait incontournable dans ce domaine-là. On va y revenir, mais voilà, en préliminaire, merci beaucoup pour ce que vous faites depuis des années. Valérie Cabeka, donc vice-présidente du conseil départemental du Cantal, vous êtes en charge de la solidarité territoriale, de la culture et du développement des usages numériques. Là encore, on a un portefeuille qui fait synthèse, qui fait stratégie autour finalement d'une démarche d'inclusion globale qui passe par l'inclusion numérique, mais pas que. Donc aujourd'hui, quelle est l'action du département en matière d'engagement des jeunes, notamment via le numérique, et je pense naturellement aux jeunes en service civique qui, bon, actuellement non, mais qui ont animé pendant un certain temps le bus Cybercantal. Racontez-nous. Alors bonjour à tous. Effectivement, le département du Cantal est très engagé au niveau de sa jeunesse, alors aussi au niveau du numérique. À peu près, pour vous donner une idée, on y consacre 8 millions d'euros environ sur la jeunesse en règle générale. Alors tout à l'heure, ma collègue du conseil régional a fait part de tout ce qu'on faisait la région, mais aussi le département en matière culturelle, sportive. On a aussi l'échiquier Passe Cantal, un peu sur le même thème que le chéquier de la région. Où on accompagne en fait les jeunes dans les activités sportives et culturelles, où on les accompagne dans leurs déplacements avec des chèques mobilité, où on les accompagne aussi sur des saisons hivernales, par exemple, pour profiter de la station de ski locale. Voilà, dans différentes activités, aussi un chèque au niveau du cinéma. Voilà, ils sont assez bien accompagnés. C'est un chéquier qui coûte aux familles 8 euros, et pour 8 euros, ils ont 100 euros à dépenser dans les associations ou dans
dans les activités locales. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau du conseil départemental. On a bien sûr le guichet aussi, le guichet unique jeunesse, où le département, en fait, on vient frapper à la porte des départements et on a quelqu'un qui va pouvoir orienter l'ensemble des jeunes qui viennent nous voir sur ce qu'ils ont envie de trouver au niveau du département. On a, vous le connaissez aussi, tout ce qui est Europe Direct, donc tous les services et l'aide à la citoyenneté européenne, toutes les actions que peut mener l'Europe envers la jeunesse voilà, de notre territoire. Donc on a un point info au sein du conseil départemental. Au niveau de l'école aussi, le conseil départemental s'était engagé l'année dernière et continue en fait cet engagement au niveau des colos apprenantes, donc tout ce qui était voilà, colonie apprenante. C'était un budget de 500 000 euros quand même sur une année aussi. Et bien sûr au niveau culturel, on accompagne les saisons culturelles des collectivités le théâtre pour la ville d'Aurillac, les intercommunalités sur le département. On a aussi des manifestations que l'on mène, nous, donc en maîtrise d'œuvre. Le festival Hibernarok qui avait été fortement interpellé par l'Association des départements de France et qui avait gagné un prix il y a 2 ans. Voilà, différentes manifestations, les salons du livre jeunesse, enfin, j'en passe, les mois de films documentaires, pas mal de choses au niveau culturel et qui est pas centré uniquement sur la préfecture du département, mais qui rayonne sur l'ensemble des territoires. Donc on va aussi bien sur une commune de 50 habitants que sur la ville chef-lieu d'un arrondissement ou d'un département. Donc voilà, après au niveau numérique, là j'étais sur plus la jeunesse en règle générale. Au niveau numérique, plusieurs choses effectivement. Donc on accompagne les écoles numériques du Cantal, ça c'est très demandé. Les communes nous sollicitent beaucoup par rapport à ça. C'est une maintenance informatique dans les écoles, c'est le développement d'un logiciel qui s'appelle Benelux School, pour l'agenda électronique, pour les relations entre les parents, les professeurs, les enfants, voilà, et puis tout ce qui est matériel informatique dans les écoles. La même chose est faite également sur les collèges numériques, où là, on est dans les collèges à travers un schéma départemental qui, pour le département, on est sur un coût d'investissement de 2 500 000 euros à peu près, pour vous donner une idée. Donc là, on essaie d'aménager au mieux nos collèges pour qu'ils soient les plus performants possibles en termes de numérique et que les jeunes puissent s'approprier et travailler le mieux possible avec ces outils, les outils qui sont d'aujourd'hui et qui vont continuer à être aussi des outils de demain pour eux dans leur carrière, aussi bien pour leurs études que dans leur carrière professionnelle ensuite. Vous parlez aussi des collèges de demain où on est très investi, puisqu'en zone rurale, alors comme il y a mes collègues aussi de zone rurale, on sait que nos collèges, on a des tout petits effectifs, on arrive à avoir des collèges à 40, 60 élèves, hein, enfin voilà, on a aussi des collèges plus gros, mais du coup il faut trouver des vocations à ces collèges où on essaie de travailler sur la citoyenneté, on essaie de travailler sur de l'attractivité par des sections alors sportives, culturelles, citoyennes, un peu ciblées de façon à ce que les jeunes viennent d'ailleurs. Alors c'est pas qu'ils viennent du collège à 30 km, hein, mais c'est qu'ils viennent peut-être de zones plus urbaines où ils sont dans des moins bonnes conditions de travail, en tout cas avec des classes plus surchargées. On va dire des professionnels, des enseignants ou des assistants scolaires qui ont peut-être un peu moins de temps à offrir donc à ces jeunes. Donc on travaille sur ces collèges de demain et sur les internats qui sont aussi très importants, puisque pour accueillir ces jeunes qui viennent des zones plus urbaines, il nous faut les accueillir aussi la nuit. Et donc on mise beaucoup aussi là-dessus, sur le collège de demain, le collège numérique et l'attractivité de nos établissements. Et pour finir sur les établissements scolaires, mais là ça a déjà fait l'objet d'une table rondière, c'est le campus connecté bien sûr, donc on en a parlé sur Aurillac avec 2 aussi antennes sur les sous-préfectures, que ce soit Mauriac et Saint-Flour, de façon à ce que les jeunes qui aient envie de rester sur leur territoire puissent suivre des études de façon dématérialisée, mais tout en restant dans leur ville. Et puis pour terminer, puisqu'on a parlé d'unicité, effectivement le département est aussi engagé dans cette démarche partenariale, donc de façon à avoir une citoyenneté la plus active possible. On a ciblé 3 missions en fait. Nous au niveau du département, c'est de faire en sorte à ce que les jeunes soient des ambassadeurs donc du cinéma et de la citoyenneté, à ce qu'ils soient aussi ambassadeurs de tout ce qui est espace naturel sensible. Donc on a quand même
on les touche à la transition écologique et bon, à la citoyenneté et à la transition aussi écologique et environnementale. Et le dernier, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient des ambassadeurs du lien social et donc du numérique. Donc on a essayé de miser sur ces 3 volets et ce qui nous paraît très important. Et on sent qu'il y a une réelle demande de la jeunesse et donc un certain nombre de services civiques qui sont engagés auprès de notre département. Est-ce qu'on sait combien de jeunes se sont engagés effectivement au service de ces missions sur les 2 années qui nous précèdent? Ouais, on en a l'année dernière, on en a eu une quinzaine sur l'ensemble de ces missions. Sur l'ensemble de ces missions. Y compris celle d'inclusion numérique à travers le bus Cybercantal. Vous disiez, Valérie, qu'effectivement, on avait déjà parlé du campus connecté, mais pour les personnes qui sont en ligne, qui n'étaient pas forcément là hier, est-ce que vous pouvez juste reprendre en 2 minutes le principe du campus connecté? Parce qu'il est vraiment au cœur des questions qu'on s'est posées, puisqu'aujourd'hui, si on a créé Jeunesse Rurale Avenir Égal, c'est parce que le constat, il est brutal. 40% des jeunes ruraux renoncent aux études supérieures parce que c'est trop cher, c'est trop loin. Et c'est du gâchis. Donc le département du Cantal a réagi déjà. Donc vous pouvez en 2 minutes nous brosser le campus connecté. Oui, alors effectivement, le département du Cantal a fait le constat qu'une partie de nos jeunes partaient bien sûr dans les universités Clermont-Ferrand, Toulouse, Bordeaux, enfin voilà, mais c'est très loin en fait. Quand on est à Aurillac, on est forcément loin des universités, mais quand on est dans le nord du Cantal, encore plus, j'y suis. Et dans le Gers alors? Et alors dans le Gers, c'est plus près. Oui, voilà, tout dépend où on est. Non, en tout cas, on est loin. Donc, ce qui provoque en fait des coûts. Alors, des coûts importants en termes de mobilité, des transports pour aussi déplacer, en termes de logement. Et aujourd'hui, on voit que les logements universitaires sont relativement onéreux pour les familles et pour les jeunes. Et même en travaillant un peu à l'extérieur, c'est pas toujours évident de pouvoir se payer un logement. Et puis, il y a aussi, alors il y a ce côté, on va dire, financier qui impacte les familles, où on peut être accompagné quand même par certain nombre d'organismes et d'acteurs financièrement, mais on a aussi l'impact, on va dire, moral du jeune qui, ils n'ont pas forcément envie de partir de chez eux. Ils ont bien envie de travailler, de faire des études, d'apprendre des choses, de s'ouvrir au monde, mais pas de façon physique, on va dire. Ils n'ont pas forcément envie de se déplacer dans une ville où peut-être ils se sentent un peu mal à l'aise parce que chez nous, on est dans une zone rurale. On connaît beaucoup de monde, on connaît beaucoup les gens qui circulent autour de nous, on est assez à l'aise. Et du coup, il y a peut-être cette appréhension aussi de la grande ville, puisque quand on va dans une université, en règle générale, on est dans une ville de plusieurs centaines de plus de 100 milliers. 000 habitants, c'est ça, c'est clair. Ce qui représente les habitants de notre département, donc voilà. Mais pas sur la même superficie, exactement. Mais donc du coup, c'est aussi une appréhension. Et donc quand on a fait ce constat, on a dit on peut pas laisser cette jeunesse ne pas partir dans une ville par crainte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc en 2020, on a été retenu par le ministère de l'Enseignement supérieur pour répondre donc à cette proposition de campus connecté. Et donc on a été donc lauréat, on a pu mettre en place ce partenariat alors avec l'INSPE maintenant, donc qu'on a vu sur un stand aussi, et ça marche très bien puisqu'on arrive. On avait prévu au départ une dizaine de places et aujourd'hui on est plutôt déjà à une quinzaine d'élèves par niveau, donc ça veut dire qu'il y a réellement de la demande et que ça correspond à ce que une partie en tout cas de nos jeunes recherchent. Et ce sont des jeunes qui ont une vie étudiante, qui sont mélangés avec ceux de l'IUT, donc ils ne sont pas plantés chez eux devant un écran, et ils peuvent, par contre, ils suivent de manière tutorée des enseignements avec des universités qui sont à Tours, qui sont à Grenoble, qui sont dans plusieurs villes de France. C'est exactement ça. L'important, vous avez tout à fait raison, c'est le fait quand même qu'ils aient cette vie étudiante, tout en restant dans leur département. Ils ne sont pas dans une grande ville universitaire, mais ils ont le côté de la vie étudiante, travailler sur un campus avec d'autres étudiants sur d'autres thématiques, mais en tout cas, ils ont cette chance. Être encadré, être mentoré. Exactement, avec des professionnels sur place. Oui. Super, merci beaucoup, merci Valérie. Marie Trélucan, donc présidente d'Unicité. J'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière sur l'histoire d'Unicité, parce qu'effectivement, quand on parle service citoyen, service civique, engagement citoyen des jeunes, par où qu'on passe, on tombe sur vous. Alors, c'est votre sujet, mais c'est votre sujet depuis combien de temps ? C'est juste ce que je dis, c'est parce que je suis vieille, c'est depuis 25 ans. En fait, quand j'avais l'âge des jeunes dont on parle, ça me fait un petit coup de vieux, là. Pardon. Excusez-moi, mais... Oui, je crois que j'avais 22 ans.
Et en fait, après avoir rencontré une jeune américaine, pour ne rien vous cacher, j'étais étudiante à l'époque, qui m'a parlé du service civil qui existait aux États-Unis, volontaire, pas du tout obligatoire, mais qui permettait aux jeunes de consacrer une année à temps plein de leur vie à faire des choses pour la communauté, donc pour l'intérêt général. À l'époque, il y a 25 ans, il y avait le service national, et puis bon, il y avait le bénévolat, et les études sur le bénévolat, enfin, j'apprendrai rien à personne sur le fait que c'est très CSP+. En gros, les étudiants s'engagent. Quand on est en haut de la pyramide de Maslow, on a plus le temps, entre guillemets, de s'engager. Voilà. Et donc, c'est vrai que nous, ce qui nous a parlé, c'était quand même une forme nouvelle d'engagement. Service civique, tout ça, ça n'existait pas. C'était proposer aux jeunes pendant une année de faire une espèce de césure. Alors s'ils ont déjà arrêté l'école, ils sont en césure permanente puisqu'ils sont au chômage. Ils sont bien césurés, oui. Mais certains se cherchent après le bac. Le nombre, alors vous avez sans doute beaucoup d'entre vous des enfants après le bac, 1 sur 2, voire plus, ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Donc faire une césure d'1 an où t'es pas planté chez toi, mais tu fais des choses pour la communauté, tu as une indemnité, puisqu'à l'époque, déjà, on leur donnait une petite indemnité. Bon, il n'y avait pas d'argent de l'État, c'était à moitié illégal, mais on le faisait quand même pour expérimenter. On voulait voir, est-ce qu'on peut leur faire des choses utiles, puisque les jeunes n'ont pas d'expérience, par la force des choses, ils commencent. Est-ce qu'ils peuvent être utiles au territoire, et est-ce que ça peut être utile pour eux, en termes de parcours, d'orientation, même de rebond pour des jeunes qui ont décroché. Et donc, effectivement, Unicité, depuis 25 ans, propose aux jeunes, entre 16 et 25 ans, de consacrer 8 mois, une année scolaire, entre 6 et 12, mais c'est souvent 8 mois, à temps plein. Alors, en équipe, parce qu'il y a un objectif de mixité sociale aussi, de mélanger des jeunes ruraux avec des jeunes urbains, des jeunes qui ont fait des études, d'autres qui n'en ont pas fait, des jeunes de milieux aisés, des jeunes de milieux moins aisés, et puis qui ont rarement l'occasion de se croiser, malheureusement. Et de plus en plus on vieillit, moins on a la chance de se croiser. Voilà, pendant une année, faire des choses ensemble pour la communauté, pour la transition écologique, pour aller lutter contre l'isolement des seniors, pour aider à accueillir les réfugiés dans les territoires où il y a de l'accueil, etc., etc. Et donc, on a expérimenté ça, et ça a effectivement fait naître le service civique. C'est pour ça qu'Unicité apparaît, en tout cas sur cette forme particulière d'engagement, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, puisque Olivier Bourris en a parlé. Vous en parlez, le service civique, c'est quand même une forme particulière d'engagement. C'est plus ou moins à temps plein, c'est au moins 24 heures par semaine, donc c'est une vraie césure quand même dans le parcours, où on est indemnisé un tout petit peu, juste pour pouvoir manger et se transporter. C'est combien c'est 580 € par mois, D'accord. donc 472, 80% à peu près, est pris en charge par l'État. Depuis qu'on a fait naître cette loi sur le service civique. Qui date de quand ? Qui date de 2010. Ouais. Ça date, il y a eu des prémices avant, donc l'État a financé un peu avant. Il ne finance pas tout. Les collectivités, les associations, les écoles, les hôpitaux qui peuvent accueillir des jeunes doivent donner un petit complément d'indemnité de 108 €, mais c'est quand même très pris en charge par l'État qui assure la couverture sociale, la cotisation retraite. Mais donc pour les jeunes, c'est aussi une manière d'avoir de l'expérience, d'avoir de quoi vivre quand même pendant cette durée-là, et d'être accompagnés, puisque les structures qui les accueillent, et c'est effectivement le cas en particulier d'Unicité qui veille à cette qualité-là, et dans la mixité, il y a d'autant plus besoin d'accompagnement, parce que quand on a un groupe de jeunes, bac moins, bac plus, de tous les milieux, il faut quand même animer ce collectif. Donc il y a des encadrants professionnels payés par la structure, avec le soutien effectivement, notamment ici, beaucoup du département, où il y a des formations. Et donc ce qu'on retire, pour faire bref, après 25 ans, à peu près 30 000 jeunes accompagnés, je pense que c'est 3 choses principales qu'il faut retenir pour vous tous ici et en ligne. D'une part, c'est que le constat ou la question ou la réponse à la question que vous posez dans votre table ronde, est-ce que observer que les jeunes se désengagent parfois des urnes sur certaines élections veut dire qu'ils sont désengagés? Pas du tout. On a commencé Unicité il y a 25 ans, c'est quand même à temps plein pendant 1 an. On leur demande 1 an quand même, on leur demande pas juste 2 heures par semaine. Certes, c'est un peu indemnisé, mais enfin, c'est quand même pas le grand luxe non plus. On a commencé avec 24 jeunes il y a 25 ans. Bon, le service civique n'existait pas, certes, donc c'était inconnu, il n'y avait qu'Unicité. L'année dernière, c'était quand même 200 000 jeunes en service civique. Donc il y a quand même 200 000 jeunes qui ont donné 8 mois, certes avec une petite indemnité, mais pour des missions d'intérêt général, utiles à la communauté. Donc, voilà. On ne peut pas dire qu'ils aient fait ça pour l'argent. Je pense pas. Alors certains pourront dire ça, mais c'est utile l'argent. Je vais y revenir, parce que ça fait venir un certain nombre de jeunes qui ne s'engageaient pas. Dernier chiffre pour faire la preuve de votre postulat de départ de table ronde. Quand on pose la question aux jeunes, est-ce que vous seriez prêts, parce que plein ne connaissent pas le service civique. Donc, quand on leur dit, les sondages, il y en a tous les ans, est-ce que vous seriez prêts à vous engager? 67% des jeunes, c'est-à-dire 500 000 par an, si on prend la classe d'âge, seraient prêts à donner les 8 mois, si on avait le nombre si on avait les missions, si on leur proposait.
Donc, quand on dit les jeunes sont désengagés, pas du tout. Mais ça a été dit dans la table ronde précédente, je ne peux qu'approuver ce qui a été dit. Il y a une vraie grosse envie d'engagement, en tout cas dans le cadre de cette forme particulière d'engagement qu'est le service civique. La deuxième chose, peut-être, je pense qu'on peut retirer, c'est que c'est quand même très, très utile pour les jeunes eux-mêmes. Et les jeunes dans leur diversité. Donc, j'ai évoqué les jeunes en quête d'eux-mêmes, mais on est tous plus ou moins à un certain moment dans la vie en quête de ce qu'on veut faire de notre vie. Donc c'est vrai qu'après le bac, ça arrive souvent parce qu'on est tête baissée jusqu'au lycée, puis en terminale, on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je ne sais pas. Mais donc, tu devrais savoir. Donc il y a un vrai intérêt de cette césure service civique, on va dire, en termes d'orientation pour tout le monde. Il y en a, ça vient à 16 ans parce qu'ils décrochent à 16 ans de l'école et dès 16 ans, ils sont paumés. Alors là, il y a d'autres problématiques de manque de confiance en soi, de vivre l'échec, de surmonter l'échec. Parce que c'est pas si simple. En fait, quand on a été en échec, on le sait dans tous les milieux, même dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand on a eu un échec, il faut rebondir. Quand on a eu un échec scolaire, à 13, 14, 15 ans, et que depuis un certain nombre d'années, on s'entend dire et on est persuadé soi-même qu'on est un bon à rien ou qu'on est incapable, globalement, honnêtement, pour en avoir côtoyé beaucoup des jeunes, c'est très ancré. Ils le croient vraiment qu'ils sont bons à rien et qu'ils n'ont pas vraiment d'avenir dans ce pays. Il y a un vrai gros problème. Et notre vécu du service civique, en tout cas quand on leur donne la chance à ces jeunes-là, c'est que ils rebondissent derrière. Ça repart. Unicité, on a 38%, l'année dernière, on devait avoir 10 000 jeunes à peu près sur toute la France. On est sur 100 départements à peu près, alors presque tous. On a 38% qui n'avaient pas le bac, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un chômage, on va dire, plus ou moins ancien. Certains depuis quelques années, d'autres venaient juste de décrocher, puisqu'on a 18% de mineurs, donc on a aussi des 16-17 ans qui ont juste arrêté le lycée, officiellement depuis peu, et voilà. Et avoir 76% des jeunes à la sortie, puisque c'est notre taux régulier depuis 10 ans, qui sont de nouveau en emploi ou en formation qualifiante choisie à la sortie, c'est-à-dire qui repartent en formation. Ceux qui sont mineurs, certains même repartent en formation initiale. On arrive à les remettre au lycée ou en formation en alternance, en CAP, parce que tout d'un coup, ils ont un projet. Déjà, ils ont regagné confiance en eux, ça c'est la base, en se rendant utile à la société, utile aux autres. On se dit que finalement, on est capable de faire quelque chose. Donc c'est vrai que ce regain d'estime de soi, de confiance en soi, c'est la base de toute politique d'insertion professionnelle pour moi, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Si le jeune pense qu'il est bon à rien et qu'il n'a pas d'envie, ça va être difficile. Vous pouvez lui proposer tout ce que vous voulez. Je regarde la région, parce que c'est un peu les sujets de la région, l'insertion professionnelle des jeunes, mais c'est vrai que c'est pour certains jeunes, je dis pas, mais en tout cas, c'est un vrai tremplin pour regagner la confiance en soi et un peu l'envie d'avenir, un projet, quelque chose qui permet de rebondir. Et le gros de la raison pour laquelle on a un si gros succès, entre guillemets, en termes de retour à l'emploi ou à la formation qualifiante à la sortie, je pense que c'est ça. C'est le fait d'avoir regagné confiance en eux-mêmes, évidemment, d'avoir senti que la société, voilà, c'est Unicité qui représente la société, et ses partenaires leur font confiance, et que donc ils sont capables de quelque chose. Donc ça repart. Je pense que ça c'est majeur pour tous les élus, qui soient communaux, des départements, des régions en particulier évidemment, puisque c'est un sujet, l'insertion professionnelle des jeunes qui est quand même majeur. C'est un vrai tremplin et pour certains jeunes c'est une étape nécessaire pour regagner confiance en la société, regagner confiance en eux, et ça leur permet de se reconstruire pour certains. Pour d'autres c'est juste une année de césure citoyenne. Ils sont utiles, ils se sentent utiles, ils gagnent des compétences, même un bac. Moi j'ai fait l'ESSEC, rien à voir. Donc je pense que pour les étudiants de grandes écoles, bac plus ce que vous voulez, c'est une formation aux compétences transversales, comme on les appelle, les soft skills, absolument précieuse, parce que on apprend à s'adapter à des publics quand on accompagne des gens très très éloignés, ou des sans-abri, ou des personnes âgées très isolées. Je vais vous dire, il y a la remise en question, il faut s'adapter. Donc, capacité de travailler en équipe, d'adaptation, enfin tout ça, c'est des compétences utiles dans le monde professionnel, même si on a fait des études. Donc, ça n'est pas que pour les décrocheurs. C'était juste mon message. C'est vraiment tous les jeunes, et cette diversité-là est une force. Troisième élément de bilan pour les territoires, et ça me permet d'illustrer avec le bus numérique ou comment on l'appelle, le bus Cybercantal. Cybercantal. C'est que les jeunes peuvent être très 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 utiles au territoire, et que les missions, faut bien y réfléchir, mais les missions qu'on confie à ces jeunes sur les territoires, et y compris les territoires ruraux,
sont souvent éminemment précieuses. On manque de moyens humains quand même sur certains territoires, et même parfois les professionnels ont leurs limites, la limite d'adultes professionnels qui sont vus par exemple par les jeunes. Tous ces dispositifs que vous avez évoqués, le pass région, ça me tiltait, j'ai vu je l'ai amené parce que je trouve ça génial, le truc de la région là sur les technologies du numérique. À mon avis, tous les jeunes ne sont pas au courant que ça n'existe, et avoir des jeunes en service civique ambassadeurs de ces propositions et de ces offres des collectivités, au niveau régional, au niveau départemental, parfois c'est des super ambassadeurs. Le meilleur pour faire que ces outils pour les jeunes, conçus par les élus ou les collectivités, soient connus par les jeunes, c'est les jeunes. Donc de se dire, je prends des jeunes en service civique, moi en tant que collectivité, région, département, pour aller parler de mes dispositifs aux autres jeunes, c'est quand même un truc où je me dis, il y a quelque chose à faire. Et il y a ils sont hyper efficaces. Et le bus cybercantal, c'est ça. Il y a le professionnel, le conseiller numérique, et puis ça peut être essaimé, ça a été dit par Olivier Boris tout à l'heure, avec des équipes. Donc là, il y a 2 jeunes dans le bus avec le conseiller qui, du coup, vont chercher le public, l'amènent, animent des ateliers, aident à s'inscrire à Pôle emploi et machin, parce que l'accès, bon, ça, vous l'avez déjà dit, je pense, 18 fois dans vos tables rondes, mais la fracture numérique, 13 millions de personnes qui sont exclues, quand on voit la numérisation 100% quasiment des services publics, ça veut dire que l'accès au droit, ou le non-recours au droit, est accéléré avec la transition numérique. Donc si on n'a pas des gens pour aider à ce que ceux qui sont éloignés du numérique ne perdent pas accès à leurs droits, et ces jeunes, ils peuvent faire ça. On ne peut pas avoir assez de conseillers numériques professionnalisés pour faire ça. Donc ça, sur les seniors, on a expérimenté la mobilisation de jeunes pour aller rendre visite à des seniors très isolés, y compris d'ailleurs pour aborder le numérique et comment faire Skype avec sa famille. Ça, il faudrait démultiplier. Que dans même les établissements, les CCAS, les EHPAD, les résidences seniors, quand il y a des jeunes qui viennent et qui permettent d'animer ça amène un intergénérationnel hyper précieux. Donc, on a lancé tout ce service civique Solidarité Senior pour ça. Et donc, c'est qu'un appel, finalement, aux collectivités, qu'elles soient communes, départements, à s'approprier le service civique, au-delà de s'approprier unicité. Mais unicité, on peut aider, puisque, évidemment, c'est notre métier depuis 30 ans, 25, pardon, faut pas que je me vieillisse trop. Mais on peut vous aider, ce qu'on fait avec le département, à imaginer l'émission, à aller trouver les jeunes. On a un vrai enjeu. Je sais que vous voulez que j'arrête, là, je sens. Il est là, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, celle-là? Juste un dernier point. On a quand même un vrai enjeu sur le sujet rural. C'est qu'on a beaucoup de jeunes en milieu rural qui sont juste chez eux, qui ne savent pas que tout ça existe, mais que le service civique non plus. L'autocensure, en plus du manque d'information, est absolument hyper... et là, on a un enjeu commun, parce qu'on a même, nous, on n'a pas complètement trouvé la solution. Donc, on est en train d'expérimenter, on l'a fait dans les QPV, dans les quartiers prioritaires, c'est aussi vrai. Mais là, on mobilise, et il faudrait qu'on déploie ça dans tous les territoires ruraux. On appelle ça, nous, des kiosques service civique, mais en gros, où on va quasiment faire du porte-à-porte, on va animer des trucs. Donc, dans les villages, on a fait ça dans les quartiers, pour que les jeunes sachent que ça existe, pour essayer de les raccrocher, leur donner envie. Parce que parfois, ils entendent parler, puis ça se rentre là, ça ressort là, et alors qu'ils sont chez eux à rien faire depuis des années, certains, je ne dis pas tous. On a un vrai sujet d'aller les draguer, si je peux me permettre, d'aller les accrocher et de les convaincre que c'est aussi pour eux. Et ça, il faut absolument qu'on développe ça partout. Je crois que l'équipe ici d'Unicité a prévu de développer ça, les kiosques ruraux avec le PIC et peut-être la région, je crois bien. En tout cas, ça me paraît être un enjeu un peu majeur si on ne veut pas laisser nos jeunes en milieu rural sombrer tout seuls alors qu'il y a plein de trucs pour eux. Merci beaucoup Marie Trélucane pour ce que vous faites donc depuis 25 ans, votre enthousiasme et cette transition toute trouvée, puisque effectivement le service civique en milieu rural, c'est la tasse de thé de Thibaut Renaudin, maire de Thermes d'Armagnac et président d'INSIT, autour notamment du concept des Erasmus ruraux qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans et qui est un format tout à fait original et que tu vas nous raconter. Merci, quelle énergie. Quand tu veux parler après, Marie, comme ça, c'est compliqué, mais j'ai confiance. Ça nécessite un peu une transition. Parce que, donc, merci de l'invitation. Je suis très content d'intervenir, y compris à côté de Marie et puis de mon collègue Gersois. Alors, INSIT, le constat était simple. C'était de dire, dans nos territoires ruraux, il y a énormément d'initiatives d'énergie. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. 30 000 communes rurales en France, et il y a des gens, des maires, des élus, des responsables associatifs, des artisans, des commerçants, des paysans qui font des trucs incroyables tout le temps. Donc ça, c'était le premier constat. Mais ces gens-là, ils avaient 3 critères à peu près en commun, à part être très dynamiques, c'est pas de moyens humains, peu de moyens financiers, ils agissent souvent dans le plus grand anonymat. Et le deuxième constat, ce qui recoupe notre table ronde, c'est
et Marie l'a dit, la fantastique envie d'engagement des jeunes Français, particulièrement des jeunes Français. Hein. Toutes les études avant Covid, parce que ça a un peu bouleversé la donne, mais montrent que les jeunes Français sont ceux qui s'engagent le plus, y compris dans la très grande zone Europe, après les jeunes Islandais. Ah oui. Et personne ne le sait, ça. Et c'est y compris ceux qui donnent le plus, en valeur absolue, en termes de dons. Voilà. Par rapport en moyenne, y compris par rapport aux plus de 70 ans qui sont ceux qui donnent le plus. Donc malgré tout, on a un regard très négatif sur notre jeunesse. Tu l'as dit tout à l'heure, individualiste, égoïste, devant son écran, ses écrans, et coupé du monde. Ben, c'est pas vrai. Il y a une jeunesse qui est en pleine mutation. Mais Socrate le disait déjà il y a 2500 ans, donc c'est pas quelque chose de neuf. La génération qui arrive a toujours un regard compliqué sur celle qui est en train de lui succéder. Donc on avait fait ces deux constats. Et on s'est dit, il faut essayer de venir. On était avant la crise des Gilets jaunes, c'était il y a 3 ans. On était avant, bien sûr, la crise sanitaire que nous traversons. Et donc on s'est dit, il faut venir en appui de ces héros du quotidien. Et donc pour ça, on s'est dit, l'universalisme, la découverte de l'autre, l'enrichissement, la préprofessionnalisation, ça ne se fait pas que dans les grandes métropoles européennes. Ça peut se faire aussi dans des petits villages. Et quand je dis petits villages, ça n'a rien de négatif. Moi-même, je suis maire d'un village de 200 habitants. Donc, c'est dire si j'ai beaucoup de considération pour ces espaces-là. Et donc, pour faire en sorte aussi que les ruraux se sentent revalorisés, valorisés, écoutés, entendus, appuyés, soutenus, et que pour ces jeunes, il puisse y avoir un terrain d'engagement nouveau. Parce qu'on a besoin de créer des terrains d'engagement un peu nouveaux, un peu différents. Et le service civique était pour nous aussi un moyen de commencer ce travail. Et donc on a créé ce concept d'Erasmus rural qui est très simple. On dit à des jeunes, vous allez mener une mission d'intérêt général dans un village de quelques dizaines, quelques centaines d'habitants. C'est-à-dire globalement là où plus personne ne va. Et bon, les services publics n'y sont plus depuis longtemps, il peut rester des fois un petit relais de la poste, les écoles n'y sont plus et on n'a plus personne. Et donc là on s'est dit, il y a vraiment une action à mener porteuse de sens. Et on s'est dit, on va investir de l'engagement de jeunes sur ces territoires en se disant, et souvent dans des dispositifs où il n'y a pas de modèle économique, en se disant ça va créer une demande qui va participer sur le moyen et long terme à créer de l'emploi. Donc le service civique, c'était une marche idéale pour ça. Et donc on a créé ce dispositif d'abord en région Occitanie, dans 3 départements, dont le Gers, puisque le siège social national est à Terme d'Armagnac, un très beau petit village du Gers, base Armagnac. Et donc, on a créé ce dispositif et aujourd'hui, au bout de 2 ans, un peu plus de 2 ans d'intervention, on est déjà dans 6 régions. On commence en Auvergne-Rhône-Alpes, on va commencer dans le Cantal, et on est en PACA, on est en Corse, on est en Normandie, on va se développer en Nouvelle-Aquitaine, et puis on densifie dans la région Occitanie. C'est un dispositif qui aujourd'hui mobilise 99% des jeunes en service civique, mais on est déjà en train de diversifier, y compris les statuts, avec des jeunes stagiaires, par exemple, ou avec des missions de jeunes européens qui vont pouvoir venir s'investir, ou des jeunes québécois. Alors là, la crise Covid nous a un peu mis un peu de distance par rapport à ces dispositifs-là, mais on est en train de le travailler parce que l'idée, c'est de mobiliser des jeunes d'ici et d'ailleurs. Et donc ces jeunes d'ici et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils arrivent dans un village de 200 habitants ou le plus petit Argius dans le sud de la Corse, dans le Sartenay, de 77 habitants? Ils y vont parce qu'on permet l'hébergement. Et on fait en sorte de dire, vous allez mener, comme l'a dit Marie, une mission de 8 mois dans un village à 2, des fois à 3, au service de l'intérêt. Et puis on va vous héberger. On va vous héberger. Donc ils ont leur indemnité de service civique, comme le dit Marie, qui n'est pas énorme. Et puis on dit aux élus locaux, on ne demande pas d'argent aux élus locaux parce que d'abord ils n'en ont pas, on leur demande d'avoir un engagement et un suivi pour accompagner ces jeunes, donc une mobilisation forte, hein, parce que ces jeunes-là, on a tout un travail de diagnostic, d'études, de suivi des missions, donc on ne leur fait pas faire n'importe quoi, ils viennent s'investir sur des missions très très précises qu'on définit avec les porteurs de projets en amont, mais facilitez-nous l'hébergement de ces jeunes. Donc soit ils sont hébergés chez l'habitant, soit on a des logements encore dans nos mairies, des fois un petit logement de la Poste, de l'instituteur qui n'est plus là depuis très longtemps. Ou de l'ancienne gare. Voilà, ou de l'ancienne gare. Bref, on peut avoir un peu des logements comme ça, même si souvent on les loue.
que c'est quand même pas rien en termes de modèle économique pour nos budgets. Mais bon, là, il y a un échange et donc ça fonctionne très bien. On a commencé il y a un peu plus de 2 ans en première mission dans un charmant petit village du Gers qui s'appelle Perchède, 112 habitants, avec un jeune étudiant lyonnais chinois. Et nous sommes là, nous allons être cette année en 2021 sur entre 80 et 100 jeunes qui vont accompagner une cinquantaine de villages, avec l'idée de faire une mission de 6 mois directement auprès de la collectivité. Ensuite, il y a un temps de respiration avec les acteurs du territoire, et puis on peut renouveler l'action 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'idée n'étant pas d'y être ad vitam aeternam, mais bien de transférer aussi de la compétence pour que les collectivités ou les associations locales puissent prendre l'agrément de service civique, entre autres quand c'est ce dispositif que nous utilisons, pour pouvoir eux-mêmes ensuite mettre en place un dispositif et transférer un peu cette compétence au service des acteurs du territoire et au service des jeunes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et depuis 2 ans et demi, on a déjà plusieurs jeunes qui ont été embauchés dans les collectivités territoriales ou dans les associations après leur service civique. Des jeunes qui n'étaient pas forcément du territoire. Donc on est en train là d'inverser quelque chose. Et la crise Covid que nous traversons change beaucoup de choses, mais dont une, c'est la question du télétravail. Et la question du télétravail, je crois, est une véritable révolution copernicienne pour nos territoires ruraux. C'est-à-dire que les résidences secondaires, demain, j'en suis convaincu, ne seront plus dans nos territoires ruraux, seront dans les territoires urbains. Parce que d'abord, ça coûte beaucoup moins cher, on a une qualité de vie énorme. Et moi, je le vois dans mon canton et dans ma communauté de communes dont je suis vice-président, dans les villages, ce qui n'est pas tout à fait le cas des centres-bourgs, dans les villages, on n'a plus de logements à vendre. C'est-à-dire les maisons se vendent à une vitesse incroyable. Et donc, il y a une espèce d'inversion là, qui est en train de se faire, ce qui fait que quand j'ai créé InSite il y a 3 ans, l'idée c'était de dire comment on vient en appui, comment on va soutenir et essayer de redévelopper des dynamiques locales. Aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'accompagner les nouveaux arrivants ou les gens qui reviennent dans nos territoires ruraux. Parce que là, se pose un certain nombre de questions. Et bien sûr, le numérique est une question importante. On le voit bien dans nos mairies. Comme c'est une question importante, et ça a été dit tout à l'heure, sur l'accompagnement des gens qui sont loin du numérique. Parce qu'on peut mettre en place des ateliers numériques. Martine, Jean-Michel et Raymond, ils peuvent aller pendant 1 heure faire un atelier numérique. C'est bien. Donc, on va leur montrer comment ça fonctionne, etc. Sauf que Maurice, quand il rentre à la maison et que ça plante, il ne sait plus quoi faire. Ah là, il ne sait plus quoi faire. Donc, s'il n'a pas un petit-fils ou s'il n'a pas sa femme ou autre, c'est difficile. Donc, d'avoir des jeunes dans les villages directement, embarqués, comme disent nos amis américains. Et donc, on a là une proximité. C'est de ça dont InSite nous parle un peu. C'est ce renforcement de la proximité avec 2 valeurs pour nous qui sont les piliers de notre mouvement, la gentillesse et la confiance. Et on se dit, dans cette société où on a du mal à se parler, à échanger, où tout est très crispé, avoir des jeunes qui sont d'ici et d'ailleurs et qui viennent se mettre à la disposition, simplement à la disposition, et faire un bout de chemin dans des villages, où, encore une fois, on est dans des villages, dans des Piémonts pyrénéens ou en Corse, je peux te garantir qu'en termes d'accompagnement de politique publique, c'est très réduit. Et là, ils nous regardent forcément et ça redonne de la confiance. Et cette ruralité et ces territoires ruraux, comme le dit très bien Gérard Peltre, un des grands penseurs de la ruralité, qui est un de nos administrateurs, comme Marie d'ailleurs, de notre mouvement, qui dit, voilà, ces territoires ruraux, nous, on défend une vision de la ruralité qui est une vision ouverte, généreuse, accueillante. Et pas une ruralité comme ça pourrait l'être demain, comme des fois ça l'est un peu, fermée sur elle-même, fermée sur ses traditions, qui a peur de l'autre. Non, une ruralité qui pense les transversalités et surtout qui pense le lien avec l'urbanité. Et non pas une ruralité opposée à l'urbanité. Non, il y a besoin de rééquilibrer les territoires. Et on se dit, cet Erasmus rural, cet universalisme, qui est poussé un peu du col, parce que ça... Alors même si on travaille quand même avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour voir comment ce concept d'Erasmus rural peut prendre un peu une teneur un peu officielle. Donc, quelque chose de pas inintéressant. Voilà. Merci beaucoup. Juste un point sur des possibles résistances des élus locaux qui disent oui, mais moi j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas le temps de les former, j'ai pas. Est-ce que
Vous avez entendu ça sur certains territoires, vous étiez force de proposition. Est-ce qu'il y a cette résistance-là ou est-ce que vous dites aux maires, finalement, allez-y, c'est finalement pas à vous de vous occuper d'eux, c'est eux qui vont s'occuper de vous? Alors ça a été un peu le cas au tout début quand on a commencé à Ouais. lancer InSite. Aujourd'hui, par capillarité, ce sont les collectivités territoriales, les acteurs du territoire qui viennent vers nous. Donc, par définition, alors ça peut arriver qu'on ait des gens qui nous disent, qui ont une perception d'émission qui soit trop décalée par rapport à l'action. Donc là, c'est nous qui disons, bon, là, non, ça ne peut pas fonctionner. Mais globalement, il y a plutôt, comme il y a peu quand même d'outils au service des élus locaux et des acteurs du territoire, bon, c'est quand même assez rare qu'ils nous disent, j'ai pas le temps. Accueil plutôt à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci Thibaut Renaudin. Cyril Cottenin, on va avoir une succession, on rentre dans la clôture de Ruralytique et juste avant la restitution de nos grands témoins Olympe et Julie, avant la remise du prix Smart Village et la conclusion de Bruno Faure. Un premier niveau de conclusion, Cyril, vous êtes avec nous depuis mardi et merci beaucoup. Vous êtes président de l'association des maires ruraux du Gers, maire de la commune de La Devèze-Rivière. Dans tout ce que vous avez entendu sur ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Écoutez, d'abord merci d'être venu. Ça m'a permis de connaître le Cantal un petit peu. Je reviendrai. Et la belle ville d'Aurillac. Je ne vous cache pas, j'étais un peu pessimiste. Je ne suis pas de nature pessimiste, mais la période que nous vivons, que l'on soit élu local, maire, conseiller départemental, régional, voire même parlementaire, j'imagine, que l'on soit citoyen, la période actuelle que nous avons vécue est assez compliquée. Les conséquences que nous voyons m'effraient un peu, y compris dans nos campagnes, parce qu'effectivement, comme tu le disais Thibaut, il y a un sentiment de repli sur soi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer sur la commune de la Devèze-Rivière. Hein. Alors, Terme, c'est environ 200 habitants. Nous, c'est 230. Et on est, je pense, à 20 km à peu près, puisqu'on est sur le même secteur, en plus. Mais après ces 3 jours, l'optimisme revient. Parce que finalement, effectivement, il y a des gens qui veulent s'engager. D'abord, un travail formidable que vous réalisez ici, au sein du conseil départemental et du département du Cantal, autour du numérique, autour de l'inclusion, et qui prouve qu'il y a quand même d'abord des acteurs, aussi diversifiés qu'ils soient, qui sont là, qui ont une envie, un projet collectif pour la collectivité, pour les citoyens, et c'est de notre ressort. Et derrière, tout un travail formidable avec tout ce qui est outils numériques. Alors c'est vrai qu'en plus, mis à part la pandémie, c'est vrai que la Covid a accéléré les choses. On est dans une société, pas que française, mais en pleine mutation. Et effectivement, le numérique ou les outils numériques sont une force, une chance pour nos territoires, mais pas que. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les transmettre dans nos jeunes générations. Et effectivement, je trouve qu'on a une capacité à agir. Et je dirais, il n'y a plus qu'à. Alors, pour revenir juste sur les propos de Marie, écoutez, moi, ce que je peux proposer, au titre de l'AMR 32, mais ça sera peut-être remonté au niveau de l'AMRF, puisqu'on a un congrès dans quelques mois, nous, on peut être porte d'entrée en tant qu'association pour justement expliquer ou présenter à nos jeunes ruraux l'intérêt et l'existence du service civique. Voilà. Je crois qu'il faut s'appuyer, on est tout à fait conscients, nous les maires ruraux, et nous sommes là pour justement pour être des facilitateurs sur des genres d'entreprises telles que les vôtres. Merci beaucoup Cyril Cottenin pour cette proposition très concrète, mais ça c'est une tradition à la MRF. Hein. Quand il vient à Ruralytique, c'est effectivement pour nouer des relations, pour faire des choses. C'est des faiseux, effectivement. Et c'est tout à l'honneur, effectivement, des maires ruraux d'être toujours dans ces logiques de travailler en équipe avec ceux qui savent faire pour faire des choses sur le territoire et pour le bien commun. Merci beaucoup, on vous applaudit.